un take-off. Press 7. 80 knots check. François de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 08, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Oh, c'est bonsoir, de par attends, Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est ici que ça se passe. Et Voilà. c'est le mec qui sait pas que ça commence. Oui, oui. Bah non, mais nous on le sait. Bonsoir à toutes et à tous, oui, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez Bonsoir bien, à tous. que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Soyez les bienvenus au bar de la Voilà. zone aéro. Oui. Et avec Nico qui est là ce soir. Et oui, je Les suis amis. revenu. Il est revenu. Je suis allé au salon des métiers aéronautiques où j'ai vu des écoles. Et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. Voilà. Parfait. Bon ben voilà. J'ai vu des amis, tout ça, Bah, des peut-être que gens sur le sérieux. chat, vous l'avez peut-être J'ai vu Nico, des hein. gens sérieux, puis j'ai vu des malfaisants. Pas de nom, on a dit. Non. Ils se Fort et reconnaîtront. clair, super, bon, merci. Bon les copains, on est ravis de vous recevoir pour cette émission un petit peu exceptionnelle, puisqu'on vous l'annonce déjà depuis un petit moment. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir, enfin c'est souvent hein, qu'on a des personnalités éminentes dans Ah bah oui. dans la zone aéro. On a eu des généraux, on va avoir encore des généraux, mais on n'avait pas encore eu de ministre. Non. Bah voilà, ça va être fait ce soir. Le prochain niveau, c'est quoi? Au-dessus de ministre? Ah bah après, il y a le président, mais ça on ne sait D'accord. pas. Il y a le Bon, Premier bah, ministre, il y a le président, après il y a le pape. On va essayer le Mais je président suis et pas le sûr pape. que, alors. voilà. Ah bah tiens, Même pas Jean peur. est arrivé et Jean écrit en majuscule à sa bonne habitude. Voilà, bonsoir D'accord, Jean. bien. Alors attendez, Crie pas comme ça, Jean, quand t'écris. Ouais, Faut pas c'est ça. crier autant. gestionnaire de stream, on va juste saluer les personnes qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. On va Il y a des saluer... nouveaux dans la Ouais, classe. il y a des nouveaux. Il y a Récif 974, il y a Mincat, il y a Dreamercaster et Saver qui nous ont fait des annonces, en fait, des shoot-outs. Donc merci à eux. Julot qui a renouvelé son abonnement, de même que Bouillou. 96 Chris Angel, Iceman BCF1, InesBS 1802, MSFS 1945, Antopé 4. Shazam Zongo, enfin voilà, il y a pas mal de gens qui sont arrivés, donc on les salue bien évidemment. Et bienvenue également à vous qui êtes présents ce soir, puisque je vois le compteur qui augmente, donc il y a des gens qui arrivent. Soyez les bienvenus au bar de la zone aéro ce soir. Émission un petit peu particulière, non pas dans sa forme, mais dans son invité. Voilà. Je vous rappelle 2-3 petites choses. La première, c'est que vous aurez des publicités. Ouais, je vous aurai des publicités pendant cette émission. Elle dure à peu près 1 minute 30. Si vous ne souhaitez pas de publicité, c'est possible. Vous pouvez prendre un sub juste en dessous. Ça pourrait faire d'activer la manche à air qui est derrière Nico. Ça lui sauve Voilà. le coup. Voilà. Et si l'émission vous plaît, que vous aimez le contenu, que vous voulez en savoir plus et que vous voulez suivre les émissions sans en rater aucune, vous cliquez sur le petit follow en dessous. Ça pourrait faire cette fois-ci d'activer le réacteur qui est ici. Voilà, pour me réchauffer, pour me refroidir. Voilà, et vous intégrez la Chaud belle et froid. communauté de la zone aéro avec des pilotes, des non-pilotes, mais avant tout des personnes qui aiment partager et échanger ici. Bienvenue 0K, bienvenue Toilette Parper Kit, j'ai vu Lord Gibus, j'ai vu MLN qui est là, j'ai vu Paolo, Aviateur 59, on en reparlera de Paolo tout à l'heure. J'ai vu Freefly, j'ai vu l'équipe de modération avec 2 nouvelles modératrices. Attention les garçons, faites pas n'importe quoi parce qu'elles vous attendent au tournant. Hein. J'aime autant vous dire. On salue d'ailleurs nos 2 modératrices qui sont là. Il y a Camille et Sarah qui sont ici. Camille Je et les ai vues Sarah, tout à l'heure. eh ben, Bienvenue, les bienvenue, filles. et puis merci à vous. Merci d'intégrer la belle équipe de la zone aéro. Voilà, alors les questions, on va les noter au fur et à mesure. On va vous demander de les reposter. Vous les mettez de côté et vous les repostez quand on lancera la séquence au sol et en vol. Mais avant toute chose, avant de parler de cette séquence, on va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce Allez. soir. On décolle. Et bonsoir les Scott, bienvenue les Scott. Bonsoir, je suis nouveau, et bienvenue. Prends Bienvenue. place dans la zone aéro, n'hésite pas à cliquer sur follow pour nous rejoindre. Voilà. Donc, dépôt du plan de vol de ce soir, on va faire apparaître le sommaire juste à côté de toi Nico, tu vas voir. Tiens, hop, voilà, il est là. Actualité du terminal, dans un instant, on a 5 petites news ce soir, dont le retour de la rubrique
des ailes et des pages, avec un petit bouquin que tu nous présenteras tout à l'heure. Ouais, très bien. Très intéressant. Exactement. Sur une vedette. Donc, actualité du terminal, il y en a 5 à aborder ce soir. Et puis ensuite, on accueillera notre invité, et on parlera du passage du siège de pilote à celui de ministre. Retour sur une carrière... Bah oui, parce qu'il y a le siège de on va dire pilote, pas ordinaire. siège de copilote. Ouais, Et pour siège info, de je suis ministre, pompier, je suis j'ai déjà pas follow. vu. Bravo, bravo les Scott, bravo. Oui, ouais, Et siège grosse de carrière. ministre, je savais pas qu'il y a un siège de Donc ministre. il y a plein de choses, et ben voilà. Voilà. Il y a qui est-ce qui arrive? Ben voilà, les Scott qui vient de cliquer sur follow, et ça a marché. Parfait. Donc on va discuter avec lui une grosse heure. Voilà. Sachant que c'est pour ça qu'on va faire vite, puisqu'il doit partir vers 55, je crois. Donc, on va essayer de condenser et de faire bien les choses. Donc, vous pourrez poser vos questions à Monsieur le Ministre tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, fin d'émission, séquence remise de gaz, foire aux questions, 5 minutes, pour vous présenter aussi un programme très riche à Je voudrais venir. juste leur prévenir que pour le protocole, à chaque message dans le chat, il faudra dire Monsieur le ministre. Oui, comme nous d'ailleurs. Voilà. Comme nous. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les questions évidemment, vous les postez, on les met de côté, et puis on les fait apparaître au fur et à mesure de la discussion. S'il y a beaucoup de questions et qu'on a déjà abordé le thème, on essaiera d'enchaîner parce qu'encore une fois, on est un petit peu limité dans le temps. Voilà. Que dire de plus? C'est tout? Eh ben, on passe à Que la dire de suite. plus? C'est tout. Alors, on enlève Actualité. le sommaire et on démarre les actus. Et nous sommes partis, hop, on va passer ici sur cette caméra-là, sur l'actualité du terminal de ce soir. 5 petites Alors, news, on vous l'a dit. ATR en croissance. Ouais, on va parler d'ATR. 50 professions déjà, bravo, bravo à toi. Allez, on démarre ATR en croissance, sauf les livraisons. Ah, Tout marche bien, sauf les livraisons. Donc en 2023, ATR, donc le constructeur d'avions qui est situé à Toulouse, Toulouse. vous le connaissez, qui font des ATR 42, des ATR 72, a connu bons avions. une grosse année de croissance après la crise, avec des commandes, avec des livraisons en forte augmentation, respectivement 53 et 44%, donc 53 de commandes et 44% d'augmentation de livraison. Cependant, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont contraint ATR à revoir ses plans de production et il a manqué l'objectif des livraisons qui étaient prévues pour l'année 2023. Malgré cela, les commandes ont augmenté avec une quarantaine d'appareils qui ont été commandés et ATR a accueilli 11 nouvelles compagnies clientes, ce qui est quand même intéressant. Le marché asiatique reste important. Il y a beaucoup d'ATR qui sont envoyés là-bas, mais il y a aussi des contrats majeurs qui ont été signés en Amérique du Sud et en Europe. ATR prévoit une croissance continue dans les années à venir, en particulier en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Brésil. Donc, grosse exportation. Ils se considèrent bien positionnés par rapport à leurs concurrents, en offrant des solutions qui vont être respectueuses pour l'environnement. On rappelle que c'est un avion à turbine, mais qui, de par sa conception, peut consommer un peu moins que des avions à réaction, et répondre également aux nouvelles réglementations de l'aviation. Cependant, il reste prudent pour 2024, dans la mesure où il y a des faiblesses persistantes de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières, ce genre de choses, donc ça les impacte quand même pas mal. Greta n'est pas venue. Non, elle n'est pas venue. Non, bon, ça va là. On ne sait pas si elle prend de l'ATR, Greta, on ne sait pas. On continue avec des nouvelles d'Airbus hélicoptères. Vous l'avez vu, il est joli. Le CH-148 Cyclone, qui fait partie de la flotte de l'aviation royale canadienne. Alors, c'est pas celui-là. Ouais. Celui-là, c'est celui qui est censé être remplacé. Donc, a été acheté en 2003, mais l'ensemble des 28 exemplaires qui ont été commandés n'ont pas encore été livrés, avec le 27e qui est attendu prochainement et le dernier prévu en 2025 en raison de perturbations, encore une fois, de la chaîne d'approvisionnement. C'est tout le monde qui est impacté. Oh là là. Depuis son premier vol en 2008, le CH-148 Cyclone a connu plusieurs problèmes techniques, notamment des soucis de motorisation, des soucis de cric, de fissures, des incidents de logiciel aussi. Donc la possibilité de remplacer la flotte des CH-148 est envisagée de manière très importante par les Canadiens, étant donné que l'appareil, c'est un exemplaire qui est unique au Canada.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Alors, ils se sont rapprochés de chez nous? Eh bien oui, ils ont été voir chez Airbus Hélicoptère. Et du coup, Airbus Hélicoptère lorgne sur ce marché, parce que c'est quand même assez important, Ben oui. notamment avec le H175 que vous voyez à l'écran. C'est celui-là. Le H175 a enregistré 14 commandes en 2023, ce qui montre en fait qu'il y a un intérêt autour de l'appareil. Il y a 56 appareils H175 déjà en service qui ont accumulé plus de 210 000 heures de vol, tout cumulé, avec une augmentation récente de l'activité dans le secteur du pétrole et du gaz. Airbus continue de travailler pour obtenir des certifications américaines et canadiennes pour le H175, et l'objectif, c'est une certification de la fédération américaine, enfin de l'autorité américaine en 2025, une certification canadienne en 2026. On n'a pas les prix de l'appareil, puisqu'on n'en a pas acheté, mais vous trouvez tout ça sur le net sans trop de problèmes. Ce serait bien d'envoyer des hélicoptères sur le continent, là-bas. Oui. On a déjà fait ça avec le Dauphin, chez les Coast Guard américains. Là. D'ailleurs, qui vont peut-être le retirer. Voilà, donc, il y aura peut-être un autre marché. Voilà, il y aura peut-être un autre marché à prendre. Voilà. 600 millions d'euros? Non. Si, c'est aussi cher que ça? D'accord. Des essais ont été menés dans diverses conditions climatiques pour tester les performances de l'appareil, visiblement. Il coche les cases, donc à suivre. Il y a beaucoup de zéros, là. Ouais, il y a trop de zéros. Il y a trop de zéros. On continue avec Reliable Robotics en certification. On en avait parlé de Reliable Robotics qui avait installé un système autonome. Un système sans pilote à bord d'un Cessna Caravan. Et bien, ils reviennent. Ils sont même sur la certification. Donc la start-up américaine a obtenu l'approbation de la FAA, l'autorité américaine, pour ses systèmes de navigation autonome et de pilote automatique, avançant donc, dans le projet de certification du fameux Cessna Caravan. On en reparlera. D'accord. C'est transformer un avion en drone, en fait. C'est un peu ça. Les moyens de conformité ont été acceptés par le biais du processus FAA pour traiter les nouveaux problèmes de certification. Les systèmes de navigation de pilote automatique offrent un engagement continu du pilote automatique qui vise à prévenir des accidents, comme le vol contrôlé contre le relief, le fameux CFIT, ou la perte de contrôle en vol. La FAA a approuvé les propositions après avoir accepté le plan de certification de Reliable Robotics en 2023, et la start-up a également effectué un premier vol sans pilote à bord d'un Cessna Caravan en novembre, on en avait parlé, avec la présence d'observateurs de la FAA qui étaient là pour vérifier que tout marche bien. La technologie a été testée sur un Cessna 172 Skyhawk, modifié en 2019, donc ça date pas d'aujourd'hui. Et l'objectif initial est de certifier le système pour le Cessna Caravan. Mais Reliable envisage aussi, évidemment, un développement à terme sur d'autres plateformes, y compris des avions multimoteurs qui seraient plus grands, donc étendre le marché. Donc du coup, les parachutistes, ils auront plus besoin de pilote. Plus besoin de pilote. Voilà, tout le monde va sauter. On met tout le monde dedans, se débrouille. Et après, débrouillez-vous. Voilà. Super. Ça sera déjà ça de moins à payer, quoi. On en reparlera de ça, parce que c'est vraiment un vrai questionnement. Ah bah, on va y arriver à l'aviation sans pilote, gérer du sol par... Et après, qui montera? Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Tu sais, une fois, quelqu'un m'a dit, si en 1920 ou 1930, on t'avait dit, bah tiens, il n'y aura plus de chauffeurs de métro. Bah ouais, mais le métro, il reste au sol. Bah oui, après, tu mets dans un métro volant. Mais je veux dire, à cette époque-là, en 1920 ou 30... Heureusement, la RATP recrute. Bien vu, Toilette Paper Kit. Et je pense que les gens, ils auraient dit, non, moi je ne monte pas dans un métro sans chauffeur. Et oui, on verra. Bon, on enchaîne avec la dernière petite news. Non, l'avant-dernière, parce qu'après, il y a le livre. L'avant-dernière petite news du soir. Vous l'avez peut-être vu aux actus. Ah oui, je pense. 0K qui dit, si on catapulte les parachutistes, il ne faut même plus d'avion. Il faut les catapulter fort. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Et en plus, il n'y a plus besoin de moteur. Avec 0K, on résout le problème. Allez, vous avez peut-être vu dans les actus cette triste nouvelle. C'est un crash d'un bombardier Challenger en Floride. Vous l'avez peut-être vu. Il y a eu des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jet privé Challenger qui s'est écrasé sur une autoroute en Floride. Salut Run to the Sky, bienvenue. Et justement, on va vous mettre, je crois que je vous ai mis, bougez pas, je crois que c'est ici ou pas? Ouais, c'est là. Vous avez peut-être vu cette vidéo. Voilà, on voit l'avion qui apparaît.
il essaie de se poser sur l'autoroute. Bon, alors, il a une très grande vitesse quand même. Hein. Et l'avion s'est écrasé, effectivement. Il y a eu donc 2 personnes qui ont été tuées dans cet accident. Donc c'est pilote et copilote. Ouais. Et, L'accident 3 donc, rescapés. a eu lieu sur une autoroute en Floride, près de Naples, vers 15h15, alors que le pilote avait signalé la perte de 2 moteurs. Et d'ailleurs, il n'y en a que 2. Donc en fait, il n'avait plus de moteur. Ouais. Et demandait un atterrissage d'urgence 2 minutes avant l'heure prévue. Le contrôle aérien avait autorisé l'atterrissage, mais l'avion a tenté de se poser sur l'I-75, hein, donc cette autoroute hein, que vous voyez ici. Interstate. Interstate, oui. Une autoroute qui relie les Grands Lacs à la Floride. Et bienvenue Aéro 68-128, bienvenue dans la zone aéro et merci pour ton follow. 5 personnes étaient à bord, il y en a 3 qui ont survécu et donc 2 qui sont décédés, on ignore. Si la circulation était arrêtée au moment de l'accident, si les véhicules ou si d'autres véhicules ont été endommagés, on ne sait pas. Apparemment, En il y a attendant, une voiture ou apparemment un camion, là, d'après ce que j'ai lu. Là, Ouais. mais Bon. Le chauffeur est à l'hôpital encore. d'accord, Il n'y aurait eu qu'une victime au niveau des voitures. ok. Donc, les agences de la régulation de l'aviation civile américaine, le NTSB notamment, On va voir l'enquête après. Hein, ce qui s'est passé. vont lancer une enquête. Parce que je ne sais pas s'il y a des boîtes noires sur ces avions-là. Bonne sûr. question. Je pense que si. Je pense que si c'est du 16-23, c'est pas impossible. Faudrait voir. On va voir. voir. La vidéo est impressionnante, exactement. D'ailleurs, extrêmement rare la perte de 2 moteurs. Oui. Ah bah oui, c'est. Oui. Et en plus de ça, il y aurait manqué de peu pour arriver. Bah oui, Ils c'est se ça, sont rendus hein. compte qu'ils ne pouvaient pas rejoindre. Et d'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi. Hein. Est-ce qu'il y a du facteur humain dedans? Je ne L'enquête sais pas. nous en dira sûrement un peu plus. Sully, on savait, et les oiseaux. Ah ouais, mais là, c'est pas du Sully. Hein. Mais là, on ne sait pas. Si normalement, c'est du CS25. C'est du CS25, le Challenger. Ok. Très bien. Allez. Dernière, oui, parce que ça y est, on arrive à 55. Allez, des allées des pages. Je vais Des vous parler allées d'un des pages. livre. Georges Guilmer. Si Tu veux la Bah, je sais caméra pas, là-bas? comme tu veux. Ouais, on peut. Tiens, attends, hop. Hop. On va Non, ça marche essayer. là Hein. ou pas? Non. Non, attends. Non. Là, Non. donc celle-là, c'est là. Ouais. Ah oui, alors non, il faut que je revienne là, Ouais. et il faut que je te mette ici. Voilà. Voilà. Georges Faut que Guilmer. je mette ma main dessus. Tiens, montre devant comme il est moi. épais. Non, Voilà, c'est- ouais, ça va. Et j'ai tout lu. Et oui, comme un grand. Il n'y a pas beaucoup d'images. Alors, présente-nous ce bouquin. Alors donc c'est un Pierre livre sur Georges Guilmer, hein, par Jean-Marc Binot aux éditions Fayard. Donc c'est un livre très intéressant. Alors je suppose qu'il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui connaissent un peu déjà la vie de Guilmer, Georges Guilmer. Hein. C'est un gamin, on va dire. Hein, il était... Non, Bah, mais... sur la photo, ça peut l'air d'être un gamin quand même. Oui, mais là il y a quand même quelques heures de vol de guerre. Oui, ça marque ok. beaucoup. Et en fait, non, c'était un très jeune gamin. Il avait, je ne sais plus quel âge il avait, il devait avoir 20 ans, quoi. Tu vois, quand il est rentré dans l'armée, il voulait absolument se battre en 14-18. Et il est rentré par la petite porte, en fait, tu vois. Il ne voulait pas de lui parce qu'il était maigrichon, il était un peu malade. Et puis, du coup, il est rentré un peu de force dans l'armée. Et puis, ils l'ont mis apprenti mécano. Il balayait les hangars, il balayait tout ça. Et puis après, il a fait sa demande qui a été appuyée par... je sais plus qui, commandant, je sais plus quoi, je réviserai. Ouais, Enfin, bah bref. non, mais vous lirez le livre. Et voilà, alors lisez le livre parce que bon, c'est sûr qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de livres sur lui, hein, parce que c'était quand même l'as des as français là, jusqu'à sa mort, jusqu'en 1917. C'était une vedette, un peu comme aujourd'hui on a Mbappé ou comme on a eu Zidane. Ouais. Voilà, donc quand il est mort, ça fait un drame un peu national partout en France, parce que c'était un héros. Il y avait une base, la base de Dijon d'ailleurs. Voilà, donc il faisait partie de l'escadrille des Cigognes. Et il y a Cyber qui vient d'arriver avec 43 Et, personnes. Voilà, donc Bienvenue Cyber. il y a Bordeaux qui a fait un livre, c'est l'écrivain qui s'appelle Bordeaux qui a écrit un livre sur lui. Il y a Jules Roy qui a écrit un livre sur lui aussi. Bon, tout ça c'était un peu enjolivé parce que c'était les héros et tout. Jules Roy c'était un peu romancé, tout ça. Et lui, il remet tout bien en place. Donc Jean-Marc Binot, il remet tout en place, il redit les vérités, il va chercher les choses qui ont été un peu fausses, un peu trop enjolivées, et puis il remet tout en place. Il remet en place. Donc c'est un dossier très intéressant à lire. Et on le trouve où? Ils font... Partout. Ouais. C'est récent, hein, c'est un livre récent. Hein. Ouais, donc vous C'est un tapez livre récent. Georges Guilmer et vous 2017. aurez tout. Voilà. Voilà, 24 €, mais voilà, si vous intéressez aux As, voilà. D'ailleurs, ce sera le sujet aussi de dimanche soir, Oui, dimanche soir. 14-18. D'ailleurs, dimanche soir, hop, on va revenir ici. Voilà. Hop.
Et bienvenue, Super, Monsieur Pépère. Bienvenue. Il y a pas mal de Très gens qui arrivent. intéressant. Ça nous fait plaisir. Notre invité n'y est pas pour rien, je suppose. Et merci aussi à Inforéa qui vient de renouveler son abonnement. Merci Thomas. Merci Nico. Bah de rien. Merci pour cette. Mais je le relirai parce que apparemment j'avais des lacunes là, Ouais. tu vois, ce soir. D'accord. Bon bah voilà. Je suis sur une autre période en ce moment, donc N'hésitez je pas à suis plutôt partager. guerre du Pacifique en ce moment. Donc, du Si coup, vous lisez des bouquins de Nico et vous avez des choses à partager, le Discord il est à votre disposition. Hein. On peut faire aussi de l'échange autour des livres. Ah bah oui, vous Avec grand pouvez plaisir, proposer des livres aussi que je lirai. Hein, si c'est, Exactement. voilà. Exactement. Très beau plateau de TV. Merci à vous. Alors, il est l'heure. On a fini les actus du terminal. On parlait tout de suite de Push to Talk. On vous donne rendez-vous dimanche soir à 19h. Spécial puisque, 14-18, on va dire. faire voilà, une émission Push to Talk Historique. spéciale 14-18 avec des invités de marque. On aura David du Fanat de l'aviation qui sera avec nous. Il y aura Paolo, Grand spécialiste, donc Aviateur 59 qui est collectionneur, qui est ici sur le collectionneur, chat. qu'on a déjà eu dans l'émission, Oui. en direct. Du Et Nord. on a un autre streamer qui fait de la géopolitique, c'est Voilà. Romain Rivière de la Du- chaîne Le Flot de l'Histoire. de l'histoire. Et on reviendra sur l'impact de l'aviation durant les grandes guerres et voir qu'est-ce que ça aurait donné avec. Enfin, on sait ce que ça a donné avec, Oui. mais qu'est-ce que ça aurait pu donner sans et en quoi ça a pu changer le cours de la guerre. Donc ça, c'est prévu dimanche soir à 19h. On vous donne rendez-vous. Spécial 14-18, ils seront plus tout jeunes, oui, c'est sûr. Bon, allez les amis, il est temps de retrouver notre invité. Il est pilote, il est ministre, il fait tout et en plus il participe dans la zone aéro, ça nous fait bien plaisir. Vous pourrez poser vos questions dans un instant à Jean-Baptiste Djebari qui est avec nous. On le retrouve tout de suite, c'est la séquence au sol et en vol. Au sol. Et bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. On va changer la caméra. Bonsoir à tous les deux. Est-ce Ravi que- de vous retrouver. Tu nous entends bien? Hop, Je voilà. vous entends très bien. J'ai même suivi la chronique sur le livre, la brillante chronique sur Ah. le livre à l'instant. Brillante. Il est là le responsable. hein. Voilà. Non, mais il Ça m'a donne pris de envie, en court tout cas, tout ça à donne l'heure. envie Là, de- est-ce que tu as un livre à présenter? Et j'ai dit bah oui, j'y suis là. Et puis en fait, ça fait un moment que je l'ai lu. Il faudrait que je le relise, mais Bah un oui. bouquin très intéressant. Il faut toujours lire les bouquins d'histoire. Ça donne envie vraiment. Voilà, toujours aussi incroyable votre choix d'intervenant. Ben non, c'est normal, on reçoit des gens de qualité. Bienvenue Justice AVD, il y a plein. Alors, Jean-Baptiste, il y a tout le monde qui te salue dans le chat là. hein. Ils sont Eh ben, je polis. les salue également. Je suis ravi Voilà, de donc il y a vraiment ravi du d'être là. bonsoir Monsieur le Ministre, il y a du bonsoir JB, il y a du bonsoir. Ah bon Où ça Je vois pas. Non, je dis, Ah, je rigole. d'accord. Alors, on va. Ce que je te propose de faire, c'est une petite séquence présentation par l'invité, comme on a l'habitude de faire. On va lancer un petit chrono, j'espère qu'il va marcher. Et puis, au bout d'une minute, on reprend la discussion. Ok. Ça marche? Alors, on va En essayer une de le minute, lancer. Ouais. Est-ce que ça part ou pas? On va le voir logiquement. Ouais, c'est C'est parti. Je vois le chrono. Donc, en une minute, alors si je veux me présenter rapidement, je dirais que j'ai peut-être déjà eu 3 vies. J'ai effectivement eu une vie dans l'aviation, essentiellement dans l'aviation d'affaires comme pilote. J'ai commencé chez NetJets, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Ensuite, j'ai créé des opérateurs dans l'aviation d'affaires et j'ai voulu créer une compagnie aérienne en 2015 qui m'a amené à rencontrer Emmanuel Macron, qui à l'époque était ministre de l'économie. On s'en reparlera également si vous voulez. Et mon dernier job avant la politique, c'était directeur des opérations aériennes de Jetfly, qui est un gros opérateur européen qui vole sur des avions d'affaires, essentiellement des Pilatus. Ensuite, la politique, le ministère, pas mal de sujets de gestion de crise, du Covid, de relance de l'aviation et notamment de la nouvelle génération d'avions et des carburants d'aviation durable. Et donc, depuis 1 an et demi, plutôt une activité d'investissement, notamment dans ces secteurs de la transition énergétique. Et puis toujours une activité de pilote, essentiellement bénévole avec Aviation sans frontières sur Cessna Caravane. Voilà. Ok, bah c'est bien, nickel. On est en plus pile poil dans les temps. Donc effectivement, c'est 3 vies, peut-être même 4. On voit quelqu'un qui a l'habitude des médias. Ouais. Ah ouais, ça se voit. Ah mais oui, ça fait beaucoup de vie ça en une seule. Hein. C'est impressionnant quand même comme parcours. Hein. Ouais. Et tu veux commencer par la première question classique? Ben oui, c'est Ah, ce que bah j'aime oui, bien bah en vas-y, fait. vas-y, Comment Nico. vous en êtes venu à l'aviation en fait? Parce qu'ici on a eu beaucoup d'invités, comme enfin, je vais l'expliquer aux spectateurs là. On a eu des pilotes de chasse. Alors eux c'est depuis tout petit, et après ou alors il y en a d'autres c'est depuis, ils sont passés devant le bureau là, ils avaient 18 ans de l'armée de l'air et puis ils sont devenus pilotes de chasse. Et vous alors c'est depuis tout petit, l'âge de 3 ans, 4 ans ou c'est venu après Ouais, Les c'était tout assez débuts. progressif, je pense. Maquette, revue.
Ouais, alors d'abord, le tout début, j'ai toujours été attiré par le ciel. On va le dire comme ça. J'ai toujours eu les yeux qui se levaient vers le ciel quand un avion passait. C'est sûr qu'il y avait ce truc-là. J'ai toujours été attiré par les transports en général. Et alors, paradoxalement, quand j'étais petit, j'étais lecteur avec mon frère d'une revue qui s'appelle toujours, je crois d'ailleurs, La Vie du Rail. Et c'était plutôt une revue sur les trains. Mhm. Et avec mon frère et mon grand-père, on jouait plutôt à des réseaux ferroviaires dans la maison familiale du Limousin. Et donc, ça a été mon première approche un peu technique sur ce qui se transporte en quelque sorte. Et puis après, je crois que le moment où vraiment ça m'a déclenché l'envie d'être pilote, c'était à La Ferté-Alais. J'ai eu la chance de faire un tour dans un avion qui s'appelle le Brochet. Pour ceux qui connaissent, c'est un vieil avion qui n'est plus produit, hein, c'est un avion des années 50 qui ressemble un peu à un Piper Cub. Donc c'est un avion train classique, biplace, tandem, et qui vole pas très vite, qui sent un peu l'huile. Mais on a volé à La Ferté-Alais avec cet avion-là, et ça m'a vraiment pour le coup donné l'envie de devenir pilote. Et puis après, j'ai eu la chance, c'était une période un peu compliquée parce que moi, quand je suis arrivé sur le marché, c'était un peu post-septembre 2001, donc la crise en quelque sorte, la grosse crise même. Mais j'ai eu la chance de réussir un peu plus tard un concours de NetJets pour être pilote cadet dans une filière qu'ils avaient ouvert à l'époque. Alors NetJets, c'était un gros opérateur, c'est toujours d'ailleurs un gros opérateur d'aviation d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je dirais vraiment que ce vol sur Brochet à La Ferté-Alais, ça a été le moment où je me suis dit... c'est ça que je veux faire. D'accord. Au moins, c'était quel âge? Je devais avoir 18... je n'étais pas si jeune que ça. Hein. Ce vol-là, c'est probablement autour de 18 ans. Hein, 18-19 ans. Ah donc du coup, après, pour faire ministre, vous y connaissiez en train et puis en avion, du coup. Il manquait plus que les bateaux, quoi. J'avais... non, mais c'est vrai, blague à part, c'est vrai que ça a permis... C'est vrai que évidemment, l'aviation, je connaissais plutôt bien, mais le train, l'environnement ferroviaire, d'abord, j'aimais ça. Je lisais beaucoup quand j'étais petit sur ces sujets-là, et ça a permis effectivement probablement d'avoir un peu une culture commune et de parler notamment avec les syndicats, parce que moi, j'ai eu beaucoup à parler avec les syndicats pour des trucs qu'on appelle des grèves en France, et ça permettait d'avoir un peu une culture commune, c'est sûr. Ouais. D'accord, ouais, on y reviendra tout à l'heure un peu l'agenda d'un ministre du transport, parce que vous êtes pilote, tu es pilote, et puis... Est-ce qu'on vole beaucoup aussi c'est ça voilà, après, il faut s'occuper de choses qui sont peut-être pas forcément... Enfin, moi, le train, j'ai fait du train électrique aussi, hein. Tu t'en fous. Mais ça m'intéresse pas voilà, dis-le. plus autant que ça maintenant. Alors, il y a déjà quelques petites questions dans le chat. On rappelle au chat que vous pouvez poser des questions à notre invité, à tous nos invités. On commence par J'entends rien. Qui pose cette très bonne question. Hop, je l'ai perdu. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut l'afficher? Oui, on doit pouvoir l'afficher. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Auriez-vous préféré le ministère des Armées? Ça, c'est une bonne question. Ah ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je vais y répondre. Je ne crois pas que j'aurais préféré le ministère des Armées. Mais parce que vraiment, il se trouve que j'ai répondu à une interview il n'y a pas très longtemps et on m'a demandé pourquoi ministre. Et moi, j'ai vraiment dit, ce qui est vrai, hein, c'est que j'avais pas prévu la politique dans ma vie, mais l'envie que j'avais, c'était d'être ministre des Transports. Vraiment, parce que ça me passionne, parce que c'est la vie quotidienne, parce que c'est l'industrie, parce qu'il se passe beaucoup de choses, que la France a toujours beaucoup innové. Enfin, c'est vrai pour le Concorde, le TGV, bref, qu'on a une histoire comme ça. On parlait de Guillemère tout à l'heure, mais on a une histoire absolument incroyable dans le monde des transports. Et donc, je voulais être ministre des Transports. Mais il y avait un autre ministère avec lequel j'avais, par nature, des affinités, c'était le ministère des Armées. Ça, c'est vrai. Et affinité pourquoi? D'abord parce que l'aviation, parce que l'armée de l'air et l'espace, parce que je m'intéresse aussi beaucoup au spatial, parce qu'on avait quand même quelques sujets à traiter avec le ministère des Armées sur tout ce qui était application un peu duale, puisque par définition, notamment dans l'aéronautique, il y a beaucoup d'applications civiles et militaires, donc on parlait pas mal évidemment avec mon collègue ministre des Armées, et puis j'aime bien... Je pense que j'aime bien la culture des armées en général, pas que de l'armée de l'air. J'aime bien l'engagement aussi des forces. Hein, parfois, on parle comme ça un peu des valeurs de la France, de l'intérêt général. Quand on parle à des militaires qui savent ce que ça veut dire de payer parfois de leur sang et de leur vie l'engagement pour la France, moi j'aime bien le contact des armées. Et d'ailleurs, je suis un modeste
réserviste de l'armée de l'air et de l'espace, de la réserve citoyenne, mais j'aime beaucoup le monde des armées. Et voilà, pour ces valeurs. Donc voilà, ministre des armées, c'est pas mal aussi. Ah, bah alors, peut-être pour une prochaine. Je sais pas. Non, j'ai payé ma cotisation déjà, j'ai pas mal. D'accord, ok. Autre question qui nous parle un peu plus d'espace, hein, c'est Saver. T'es arrivé avec ses 43 followers. Moi j'ai une question. Est-ce que tu préfères Star Wars ou Star Trek? Non, moi je suis génération Star Wars, définitivement. Ah, je pense que ça va lui plaire. Et pour toujours. Donc non, Star Wars, ouais, vraiment. Et j'adore l'espace. Moi, c'est vraiment. En fait, quand j'étais petit, je regardais le ciel et je regardais le ciel et l'espace. Et ça m'intéresse toujours. D'ailleurs, j'accompagne quelques startups là, dans le monde du spatial actuellement. Ouais. Et on est enfin, je trouve qu'en plus, ces deux secteurs, là, l'aéronautique et le spatial, l'aérospatial d'une façon générale, c'est des secteurs qui innovent vachement. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est encore un des secteurs dans lequel la France peut avoir un rôle un peu mondial. Donc c'est assez passionnant. Ouais. On n'en parle pas assez. Et Heureusement qu'il y a la zone aéro. Est-ce que dans votre parcours, vous auriez pu peut-être être candidat pour être astronaute? Ouais, alors je l'ai jamais envisagé comme ça, mais non, j'aurais probablement pu tenter. Mais bon, on a quand même des héros de l'espace, hein, avec Thomas Pesquet. Aujourd'hui, avec notre astronaute Camille, tu feras d'ailleurs l'inviter, elle est incroyable. Mais non, en fait, j'aurais quand même envie un jour, notamment, de faire un peu un vol comme là, j'accompagne, enfin, j'aide un peu des boîtes qui notamment développent un peu des concepts de ballons qui vont dans l'espace, qui font 45 minutes, 1 heure dans l'espace et qui redescendent. Ça, par exemple, j'aimerais bien faire. D'accord. J'aimerais bien un peu voir la Terre d'en haut, quelque part dans la stratosphère, pour voir un peu. Pour avoir cette sensation-là de. Ouais. Okay. Pour être sûr que la Terre n'est pas plate, en fait. Ouais, j'ai encore un doute. J'ai encore un petit doute et il est temps de le lever. D'accord. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. On va les prendre au fur et à mesure. Il y a 0K qui demande, est-ce que le ministre des Transports a un avion à sa disposition, comme peut-être d'autres ministres ou le président? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, il y a les avions gouvernementaux, donc en fonction du type de mission, de là où on va, du déplacement. Typiquement, si le président se déplace avec plusieurs ministres, on se déplace avec l'avion présidentiel. Ça a été le cas, hein, pas mal de reprises. Alors, les avions présidentiels, il y en a quelques-uns. Il y a l'Airbus A330 présidentiel et puis il y a la flotte de l'ETEC, donc essentiellement des Falcon 7X. Et après, alors comme ministre des Transports, il y a les avions de la DGAC, alors, qui sont des avions plus petits et plus modestes, qui sont des Beech en général, des Beech 90, 200 et puis des Barons. Et c'est des avions, on y a accès. Alors, typiquement, si on a. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de restrictions sur l'utilisation de l'aviation, mais on y a accès, par exemple, si on a des vols un peu compliqués ou si on a des urgences. Donc, typiquement, je prends des exemples pas très sympathiques, mais on a. Je dis n'importe quoi, un crash avec des enfants dans un bus en pleine nuit, on peut prendre effectivement l'avion de la DGAC. Et il y a aussi les avions du ministère de l'Intérieur. Ça m'est arrivé de me rendre, par exemple, sur des gros accidents avec Gérald Darmanin, en utilisant de mémoire un Beech 1900 de la douane. Donc oui, il y a quand même des avions, on peut avoir accès à des avions gouvernementaux pour différents types de missions. Et effectivement, d'ailleurs, les avions de la DGAC, ils sont disponibles pour les autres ministres également. Hein. Mais c'est plutôt de l'urgence, qu'on va dire. Ouais, d'accord. Ok. Sinon, habituellement, quand on se déplace, je vais couper ça parce quand on se déplace, on se déplace plutôt en avion commercial régulier, quoi. D'accord. Est-ce que le gouvernement a accès aussi je parle de ça parce qu'aux États-Unis, certains politiques utilisent l'armée justement pour l'entraînement des militaires, pour le transport. J'avais vu le gouverneur de Floride qui avait utilisé en fait l'armée, les hélicoptères de l'armée, pour alors c'est déjà arrivé. Sur le temps d'entraînement des pilotes militaires. Ça nous est déjà arrivé. On avait fait notamment, alors je sais plus, c'était dans l'est de la France quand on avait fait un comité interministériel. Donc là c'est pareil, on avait pas mal de ministres qui se déplaçaient dans l'est de la France avec Édouard Philippe à l'époque. Et là on avait pris, je pense, un A400M. Ah oui. De mémoire. Donc ça, c'était pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, on est un peu derrière, hein. On est quand même globalement dans les travées. Ça fait quand même beaucoup de bruit et c'était un peu 5h30 du matin. Donc voilà, ça raconte quand même l'histoire de façon un peu moins sexy, mais c'était quand même la 400M. D'accord.
Bon, parfait. Autre question de Skyflyer Aviation. Qu'est-ce que tu retiens, s'il y avait quelque chose à retenir, du passage au ministère des Transports? Quelle est la première image, la première anecdote qui te vient à l'esprit? Ah ouais, non, c'est une bonne question, j'ai jamais réfléchi. Et je pense que moi j'ai adoré être ministre des Transports. Ça restera évidemment un passage un peu extraordinaire au sens propre de ma vie. Non, mais il y a plein de moments qui me reviennent un peu en tête. Il y a le moment un peu de la nomination, parce que bon, on pourra se reparler, mais il y a quand même toujours beaucoup de rebondissements. Et puis il y a un côté un peu. On vous extrait de la vie normale et puis vous rentrez dans une espèce de d'essoreuse qui s'arrête au bout de 3 ans pour moi et 5 ans en politique. Donc à ce côté-là, un peu, on rentre dans un truc assez à la fois génial, assez violent, assez complexe et surtout assez fatigant. Ouais. Mais je retiens pas ça. Ce que je retiens en fait, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les situations que j'ai appréhendées, toutes les décisions que j'ai eu à prendre, parce qu'en fait, c'est quand même un ministère où on gère beaucoup de crises et où on décide beaucoup. Mhm. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu l'aéronautique, parce que quand on est pilote, par définition, à un moment, l'avion, ça va vite et il faut décider aussi de pas mal de choses, notamment quand ça ne va pas. Et en ça, le ministère, ça peut ressembler un peu. C'est vrai qu'on est sans arrêt contraint à décider de choses compliquées, donc je retiens un peu ça. Mais je retiens surtout les gens. En fait, moi, j'ai bossé avec des gens extraordinaires. Quand on est ministre, on a un cabinet, donc avec des conseillers proches, une quinzaine de personnes avec qui on bosse tous les jours, avec qui on vit une aventure incroyable. Et d'ailleurs, pas que des conseillers, aussi officiers de sécurité, les chauffeurs. Enfin, vraiment, c'est une équipe. Hein, et on vit. Je crois qu'on a tous vécu une aventure assez incroyable. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. On se voit. C'était une question que je voulais poser justement. Est-ce que les liens sont suffisamment forts pour continuer des relations quand on finit en fait sa mission? Ah bah moi, je parle que pour moi et je ne connais que mon exemple, mais moi j'ai adoré mon équipe et là par exemple on s'est encore revu il y a quelques semaines avec mon officier de sécurité, mon ancien officier de sécurité et mon ancien chauffeur et on est resté très proches. Alors on a aussi été très proches parce qu'il y a eu le Covid et pendant le Covid on a dû trouver des moyens de rester vivants, donc on faisait du sport ensemble, donc on s'est pas mal aussi connus là et puis on a voyagé pas mal ensemble. Et voyager quand vous passez 2 jours, 48 heures, par définition vous êtes là pour le coup vraiment H24 avec les personnes, c'est un peu un équipage quoi. Et puis après je pense que c'est aussi ma nature d'être proche des gens avec qui je bosse, donc voilà, je sais je crois savoir qu'ils ont apprécié le moment qu'on a passé ensemble. C'est ce qui compte, c'est le facteur humain du coup, on peut retenir ça. Exactement. Comment ça se passe alors? Parce que vous étiez pilote dans une compagnie d'affaires, NetJet. Comment on passe de là, on rencontre donc Emmanuel Macron et on devient ministre? Comment ça se passe cette transition? Parce que quand vous étiez pilote, une bière, hop, c'était pas... Vous dites pas, je vais être pilote d'affaires pour être ministre après. Je veux dire, c'est pas le parcours. Non, pas le. Enfin oui, il y a toujours une part de hasard et de chance dans les rencontres, mais en fait, les crises ont aussi joué un rôle parce que moi, quand je suis arrivé dans l'aviation d'affaires, c'était la crise financière pour le coup. Et chez NetJet, je devais être le pilote numéro 1000 et quelques. Et à l'époque, il y avait quasiment 200 avions. Et donc la crise financière arrive. Et en quelques années, NetJet sont passés de 200 à peu près 100 avions en Europe et de 1000 pilotes à peu près, je sais pas, 500, 600 pilotes. Et donc moi, j'ai été amené à prendre un deuxième plan de départ volontaire. Et donc j'ai eu un peu pour la première fois de ma vie, un tout petit peu d'argent alors c'était pas énorme mais à l'époque ça me paraissait énorme et je me suis demandé quoi faire avec ça et il se trouve que le hasard a fait qu'il y avait notamment un copain qui lançait une opération au Bourget, donc je l'ai aidé à monter un petit peu ça et puis après comme ça une chose en un an une autre, j'ai rencontré un investisseur du web qui voulait monter une compagnie aérienne, non pas d'affaires mais régionale sur PC12 et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jetfly qui opérait des PC12, c'est comme ça que j'ai essayé de monter une compagnie aérienne régionale et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron. Donc il y a beaucoup comme ça de projets, d'initiatives, de rencontres. Et quand j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2015, c'est vrai que je l'avais trouvé un peu différent des autres hommes politiques que j'avais rencontrés. Et j'ai suivi un petit peu son aventure qui démarrait tout juste. Hein. On était en 2015, donc il n'y avait encore pas grand-chose. Et donc voilà, moi je dirais que c'est toujours un peu ça, c'est la curiosité des projets, l'envie de mener des projets. Clairement, les projets que je voulais mener, c'était dans l'aéronautique, c'était ce que je connaissais le mieux et ce que je préférais, c'est d'ailleurs toujours le cas.
Et puis, Tu as toujours puis été après, un grand défenseur, de toute façon, de l'aviation, hein, on peut le dire. Il y a eu le rail, mais il y a mais aussi l'aviation. Hein. indécrottable. Et pour toujours, hein. Je pense que d'abord, j'adore ça, j'adore toujours ça. J'essaie de voler autant que je peux. J'adore l'activité de voler. J'adore cette industrie. J'adore les gens qui y travaillent. Je trouve qu'elle est injustement attaquée. Et honnêtement, je trouve ça dingue dans un pays qui a autant de chance, qui est un pays aussi aéronautique que le nôtre, qu'on soit comme ça parfois en interne attaqué aussi injustement. Et en plus, je pense que pour l'avenir, d'abord, les gens vont continuer de voler, y compris d'ailleurs les jeunes. Parfois on dit les jeunes ne volent plus, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils volent autant que les jeunes il y a 10 ans. Et dans le monde, les gens vont continuer de voler. On a la chance d'avoir des acteurs absolument incroyables. Alors dans l'aviation d'affaires, on a effectivement Dassault. Dans l'aviation commerciale, enfin, on les connaissez tous, vous avez cité pour partie Airbus, enfin tout le groupe Airbus, Safran, Thales, enfin, on a des acteurs incroyables. Et même si on parle que de pollution et de décarbonation, honnêtement, c'est le seul secteur dans le monde dans lequel nous, les Français et les Européens, on peut avoir une action majeure. Donc je trouve ça fou d'attaquer l'aviation, en dehors du fait que moi, voilà, j'ai une passion pour le secteur. Donc j'ai toujours défendu le secteur, mais je crois pour des bonnes raisons. Et je prends toujours l'exemple, mais je crois que c'est un exemple qui est assez juste. Hein. On a beaucoup attaqué le secteur du nucléaire il y a 20-25 ans en France. Et on s'est aperçu il y a quelques années que non seulement on l'avait quand même un peu endommagé, qu'on en avait un besoin absolu pour tenir nos engagements climatiques. Et je veux surtout pas qu'on fasse la même erreur avec le secteur de l'aviation, quoi. Ça serait une hérésie, quoi. Alors qu'on a tout en main pour continuer d'être des leaders mondiaux. Et quand on voit un peu conjoncturellement comment Airbus va bien par rapport à Boeing, mais c'est génial d'avoir des champions mondiaux comme ça. Mais en France, on est bien tapé sur les secteurs qui réussissent. On tape comme des sources sur Total, par exemple, en ce moment, alors que si on veut faire la décarbonation de l'aviation, il faudrait bien qu'on passe par le SAF. Exactement. Donc voilà, je sais pas, il y a un peu comme ça parfois j'avais écrit un article il n'y a pas très longtemps j'avais écrit un article sur la tentation d'un nouveau suicide français, en comparant un peu le nucléaire et l'aviation. Et bon, j'espère que ça va passer, mais je constate qu'il y a quand même des forcenés anti-aviation et que ça me paraît être une hérésie. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer peut-être dans cette industrie de l'aviation? Je pense à notre cas personnellement, parce que bon, on fabrique des avions, ça marche très bien, mais au niveau de la formation, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose peut-être à mettre un point, peut-être, aller chercher à améliorer, ce genre de choses. Ouais, c'est une question pas facile, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait pas très bien ou qu'on faisait pas très bien, c'est la communication. Et c'est un secteur remarquable, encore une fois avec des acteurs d'excellence, qui peut-être justement parce que ça marchait bien, a pensé que communiquer c'était pas forcément nécessaire, ou en tout cas qu'il l'a fait d'une façon peut-être un peu approximative. Et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai commencé à voir arriver Greta Thunberg, tous ces sujets, j'avais parlé j'étais déjà en politique à l'époque, parlé aux différents patrons des grands groupes, et je leur avais dit, il y a un sujet de communication, parce que tout ce qu'on dit, c'est vrai, c'est juste, mais personne ne l'entend, personne ne le comprend, et par ailleurs, j'ai l'impression que personne ne nous croit. Donc je pense que s'il y a vraiment un sujet d'amélioration pour ce secteur, c'est certainement la communication. Après, dans le détail, il y a forcément des choses qu'on fait moins bien. Sur la formation, c'est vrai qu'on a peut-être pas assez consolidé. Enfin, il y a évidemment un gros opérateur public qui est l'ENAC, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup on a beaucoup de petits opérateurs de formation. Quand on regarde par exemple ce que font les Américains et ne serait-ce que les Britanniques, les Anglais, ils ont des acteurs plus gros, à taille critique, qui attirent peut-être beaucoup plus des acteurs de l'étranger. Alors je sais pas, c'est probablement aussi un sujet un peu culturel, c'est le rapport aussi à l'anglais, historiquement, mais peut-être que là, c'est vrai que ce sujet de la formation, il mériterait d'être un peu revu, certainement. Je m'étais fait une remarque à l'époque où je travaillais à l'EPAG à Merville, où je voyais donc les gouvernements partir dans les pays étrangers et il y avait toujours des chefs d'entreprise pour vendre des avions derrière, il y avait toujours pour essayer d'avoir des marchés. Mais est-ce qu'il y avait aussi des directeurs d'école pour pas seulement vendre des avions, mais aussi vendre des formations qui accompagnaient tous ces gens-là? Je crois, typiquement à l'époque, Marc Walla, qui était le patron de l'ENAC, d'abord il a beaucoup développé, alors je parle que de l'ENAC, qui est par définition l'opérateur public, mais il a beaucoup développé et beaucoup internationalisé. Il y a eu des contrats quand même assez importants, en lien d'ailleurs avec des contrats de fourniture d'avions avec des opérateurs chinois à l'époque, qui ont été formés pour partir à l'ENAC. Et d'ailleurs, il me semble un peu aussi à l'ESMA à Montpellier à l'époque. Et à Merville aussi, Et à Merville, effectivement. Exactement. Donc il y a eu cette vague-là de formation d'élèves pilotes chinois. C'est peut-être un petit peu arrêté, mais
Mais oui, ça vaudrait le coup certainement d'essayer de recapter. Là, il y a vraiment des zones qui se développent extrêmement fortement sur l'aviation. C'est le cas de l'Inde, de l'Indonésie, du Middle East. Et il y a certainement entre guillemets, un départ de marché sur la formation des pilotes et d'ailleurs au-delà des pilotes, des agents d'exploitation, enfin vraiment de la filière aéro, certainement des marchés à aller chercher. Hein. Ok. Très bien. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée pour la vie d'après. Ben voilà, Je vais faire ça. pour la 5e. Vous m'appelez la prochaine fois que vous avez besoin d'une idée, vous m'appelez. C'est ça. Alors, on va reprendre les questions parce que c'est vrai qu'on les enregistre. Là, il y en a 9 en attente, donc on y va. Monsieur Pépère, bonsoir Monsieur le ministre, ancien ministre des Transports. Où en est-on sur les avions à hydrogène ou les avions écologiques, on va dire, en adéquation avec cette volonté de transition énergétique? Très bonne question. Ouais, très bonne question. Et je dois dire que je pense qu'on est le pays le plus avancé au monde, honnêtement. D'abord parce qu'il y a quand même deux grandes zones qui font des choses. Il y a nous et les Américains. Les Américains, ils sont assez avancés sur les SAF, donc sur les carburants d'aviation durable. Ils ont d'ailleurs des mécanismes assez puissants là sur des crédits d'impôt pour développer donc c'est des nouveaux, c'est des biocarburants ou du biokérosène. Alors, il y a plein de filières, si vous voulez, on en reparlera, mais l'idée, c'est de remplacer le kérosène fossile par du kérosène qui ne l'est pas. Donc, les Américains sont assez avancés là-dessus, mais par contre, je pense que sur la nouvelle génération, les nouvelles technos, typiquement toutes les technos électriques sur les avions légers, on est très avancé. Sur les technos d'hybridation électrique, on a des acteurs qui se développent aussi très fortement. Je pense à Ascendance, Flight Technology et à d'autres. On a quand même de très belles startups là, qui sont en train de bien croître. Je pense à Aura Aero, enfin, je pense à Elixir Aircraft à La Rochelle. Bref, des très belles boîtes qui sont très bien, d'ailleurs, très bien gérées. J'ai eu la chance d'aller voler sur certains de ces avions. Et puis on a la grosse industrie. Alors sur l'avion hydrogène, on a Airbus qui va faire voler un avion hydrogène en 2026 de mémoire. Et d'ailleurs, en fait, faire voler un avion hydrogène, ça a déjà été fait. Ouais, c'est bientôt. En vrai, ça a déjà été fait. Je crois en 1985, il doit y avoir un Tupolev qui devait s'appeler le Tupolev 155 qui volait déjà. Enfin, c'était l'ère soviétique, mais on avait déjà un avion à hydrogène liquide qui avait volé. Donc là, le sujet, c'est pas tant la technologie que de la certifier, de la rendre sûre, et puis de trouver les économies d'échelle de manière à faire en sorte que l'avion à hydrogène soit abordable en termes de prix. Ouais. Parce que par définition, on ne pourra pas mettre autant d'hydrogène qu'on met aujourd'hui de carburant, donc il faudra aussi peut-être repenser un peu l'architecture de l'avion, mettre moins de passagers. Donc tout ça, évidemment, c'est des investissements en dizaines de milliards d'euros, ce dont on parle. Donc il faut aussi les organiser pour que ce soit acceptable pour le passager, mais je pense vraiment que sur ces sujets-là, enfin j'en suis même convaincu, on est certainement le pays avec les États-Unis le plus avancé au monde, c'est sûr. Ouais, donc il faut garder justement ce fer de lance. Il y aura peut-être des solutions dans les vols paraboliques, c'est-à-dire qu'on utilise l'hydrogène pour lancer l'avion et il fait une bonne partie en planant. Ouais. Et après il rallume les moteurs à l'arrivée, quoi. Il y a plein et puis là aussi on parlait tout à l'heure un peu de civil et militaire, mais il y a plein d'applications qui peuvent être un peu duales. Alors parfois il ne faut pas trop mettre de passagers si on fait des choses un peu violentes comme ça, mais pour du fret ça peut marcher. Il y a des boîtes qui se développent là comme Destinus qui s'intéressent aux avions hypersoniques à hydrogène. Ouais. Donc on a aussi un retour de supersonique avec Boom, la boîte américaine. Donc c'est un avion qui irait un peu moins vite que le Concorde à l'époque, mais quand même qui permettrait de retrouver des avions supersoniques commerciaux. Et puis on a toujours un peu à la frontière du militaire et du civil, tous les véhicules hypersoniques. Alors, ça peut ressembler à des avions ou à des missiles, selon comment on regarde les choses, mais la techno, en tout cas, c'est la même à la base, et il se passe beaucoup de choses sur ces sujets-là, c'est sûr. Là, en fait, on est à un point tournant où toutes ces idées-là, il faut les transformer en industrie, en fait, pour remplacer en fait, les industries pétrolières et il faut embarquer tout le monde parce qu'il y a quand même une grande partie. Là, typiquement, les premiers biocarburants, on va prendre des huiles de cuisson usagées qui sont utilisées au McDo et on va pas les utiliser directement, on va les traiter un peu, mais on va les mélanger avec du kérosène pour en faire du biokérosène. Ça, c'est un peu la première partie. Ensuite, on va s'intéresser un peu aux déchets agricoles et forestiers. Donc, typiquement, on prend de la paille, du bois, on fermente un peu tout ça, on en fait un gaz et on transforme ensuite ce gaz de la même façon en carburant, en biokérosène. Et puis, la phase d'après, c'est une phase qui va être intéressante et on a vraiment un beau coup à jouer, nous, les Français, avec le nucléaire.
faire, c'est qu'on va fabriquer de l'hydrogène avec de l'électricité, donc en cassant la molécule d'eau, on va fabriquer l'hydrogène, on va mélanger l'hydrogène avec du CO2 et on va faire un carburant de synthèse, un carburant un peu artificiel. Et ça permet en fait ça permet déjà de faire voler à peu près n'importe quel avion, qui sont déjà certifiés pour en recevoir au moins 50%, et surtout ça décarbone tout de suite. Mais si on veut faire tout ça, c'est à peu près une cinquantaine d'usines qu'on doit mettre en œuvre d'ici à 2040. Donc c'est énorme, c'est des investissements considérables. Mais on peut le faire chez nous. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que, alors c'est de l'investissement, mais c'est aussi de l'emploi local, c'est aussi de l'emploi peu délocalisable. Et ça nous évite de subir un peu toutes les importations qu'on subit par exemple aujourd'hui sur les véhicules. Aujourd'hui, on a une industrie du véhicule électrique qui est quand même assez dépendante des batteries chinoises, demain des voitures chinoises. Et là, on est leader. Donc si on s'organise bien et qu'on n'est pas trop mauvais, on peut rester leader pour 40 ans. Donc c'est énorme évidemment. Donc moi je trouve ça assez passionnant. Ça rappelle un peu le début de l'aviation où on savait faire et on cherchait des investisseurs pour développer en fait. Les Blériot, tout ça, les voisins, c'est exactement ça. Je pense que le sujet là, c'est un sujet d'industrialisation. Donc c'est beaucoup de capitaux et beaucoup de compétences. Et pour des métiers que parfois on connaît pas encore, ou qui vont être amenés à évoluer. Mais moi, honnêtement, j'aurais 20 ans aujourd'hui, je voudrais être ingénieur aéronautique. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était peut-être un petit peu moins excitant parce qu'on faisait de l'innovation un peu incrémentale, on changeait quelques variantes sur les avions existants, même si c'était très bien. Hein. Mais là, aujourd'hui, on est en train d'inventer des nouvelles technos et l'idée, c'est de pouvoir les industrialiser en 10-15 ans. Donc, c'est absolument génial d'être un jeune dans la filière aéro aujourd'hui. Et l'État est vraiment derrière ces nouvelles technologies, c'est vraiment une priorité, on va dire, nationale là-dessus? Ouais, franchement, l'État est vraiment derrière. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec le président de la République sur le sujet. Quand on a fait la relance après le Covid, honnêtement, on a essayé sur les carburants d'aviation durable et sur la nouvelle génération d'avions sans bilan carbone. On a mis plusieurs milliards d'euros, donc ça a été quand même assez intense. Depuis ce moment-là, depuis 2020, on n'a pas arrêté de soutenir le secteur, et parce que c'est stratégique pour nous. Parce qu'évidemment, on a des gros acteurs, parce que tout ce qu'on se raconte là sur garder un peu d'avance, c'est important. Et puis, on va dire les choses, quand on regarde un peu ce que la France exporte aujourd'hui, elle exporte du luxe. Donc, on a des très grands groupes, LVMH, Hermès et les autres, et on exporte des avions. Civil et militaire avec Dassault essentiellement, et civil avec toute la filière, notamment Airbus, bien sûr. Donc il faut vraiment, pour le bien de notre pays et de notre économie et de notre prospérité, continuer à faire la course en tête, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est d'actualité, les biocarburants, parce que c'est vrai que là, les agriculteurs, s'ils manifestent, c'est aussi pour leur carburant qui paye cher. Et s'ils pouvaient fabriquer leur propre carburant avec leurs déchets biologiques, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux pour eux aussi. Donc c'est vraiment... Ça, c'est sûr. D'abord, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a effectivement l'augmentation du gazole non routier, ça c'est un sujet de fiscalité et de taxes, mais de l'autre côté, il y a évidemment la possibilité, avec cette nouvelle filière des carburants d'aviation durable, des SAF, d'avoir des compléments de revenus pour les agriculteurs. Donc, tout ça, c'est un cercle hyper vertueux si on le met bien en musique. Donc, d'avoir peut-être aussi une sorte, on va dire une mini-indépendance énergétique en la matière. Ne plus être en fait tributaire aussi de la spéculation que certains pays pourraient malencontreusement impacter, quoi. Je pense que le bon schéma pour la France, c'est de produire énormément d'électricité décarbonée, parce que si on veut faire de l'hydrogène pour beaucoup d'applications, notamment pour les avions et pas que, il nous faut beaucoup d'électricité verte. Et l'électricité verte, c'est soit les renouvelables, soit le nucléaire. Mais aujourd'hui, à peu près 3/4 de notre production électrique, c'est le nucléaire. Donc on a, nous, un vrai intérêt à avoir beaucoup de nucléaire, le nouveau, le modulaire, demain la fusion nucléaire, à faire beaucoup d'hydrogène pour toutes ces applications-là, les carburants d'aviation durable et l'hydrogène pour la mobilité terrestre, pour les voitures, les camions. Et si on arrive à faire ça, honnêtement, d'ici 15-20 ans, on se sera pas dégagé de notre dépendance à l'énergie fossile et au gaz, mais on aura fait énormément de progrès et on aura solidifié beaucoup d'emplois chez nous. Et beaucoup d'emplois chez nous, c'est de l'avenir pour nos enfants, c'est des impôts qui rentrent, c'est la capacité de continuer à vivre le modèle français. Donc ce qu'on se raconte là, c'est vraiment très important. Tu vois, Seb, finalement, on n'est pas loin du petit appareil sur la DeLorean de Retour vers le futur. J'ai la ref. Allez, MLN 208 qui pose une question très intéressante. On en avait déjà parlé dans des émissions de la zone aéro, dans Push to Talk. Plus de 50 aérodromes ont été fermés en France et d'autres fermetures sont prévues. Quelle est votre position en tant que pilote et surtout en tant qu'ancien ministre des Transports?
Alors, je sais pas si c'est 50 aérodromes ou 50 points de passage aux frontières, la question, parce qu'il y a beaucoup de points de passage aux frontières qui ont été fermés. Mais après, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de pistes. Il y a eu parfois des niveaux de contrôle aérien où il y a eu parfois du retrait du contrôle aérien ou de passage du contrôle aérien de la DGAC à de la FIS ou de la FIS à plus rien, mais il n'y a pas beaucoup de pistes qui ont fermé. En revanche, il y a beaucoup de points de passage frontaliers, c'est-à-dire la capacité pour un aéroport d'être un point de douane, qui effectivement ont été retirés. Donc il en reste encore beaucoup en France. Et puis on a beaucoup d'aérodromes en France, hein. On en a plus de 400. C'est énorme, hein. Je pense que le seul comparable, ça doit être le Royaume-Uni. Mais c'est énorme par rapport à tous les pays européens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on préserve une aviation générale, parce que l'aviation générale, c'est aussi un peu, c'est un vivier de pilote, c'est aussi la dimension passion. Je parlais tout à l'heure de la Ferté-Alais. Il faut qu'on ait comme ça des musées volants avec des cultures et du savoir-faire qui se transmettent. C'est hyper important pour l'écosystème général. Donc il faut qu'on ait des aérodromes. Et puis c'est vrai que quand on veut voler en France en VFR avec notre petit avion le week-end, c'est absolument incroyable d'avoir autant de choix, quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr que la question sur la fermeture des aérodromes, je pense que c'est plutôt le retrait des points de passage frontière. Alors, MLN nous confirme qu'il parlait bien d'aérodrome. Mais bon, on a eu... Des petites pistes, oui, en herbe, là, près des villes, en fait, qui se construisent autour des terrains. Donc, du coup, comme il y a des riverains, il faut souvent fermer les aérodromes. Les nuisances sonores, etc. On pourrait regarder, parce que de mémoire, il doit y avoir 440 aérodromes ouverts à la CAP, à la circulation publique. Je ne suis pas sûr que 50 est fermé. En revanche, mais je regarderai, pas dire de bêtises, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de restrictions, des couvre-feux. Enfin, il y a quand même un sujet d'acceptabilité des nuisances produites par les aéroports. Et c'est pour ça que notamment toute la filière des avions électriques, ça apporte une superbe réponse. Parce que ça permet d'avoir des avions qui ne font pas trop de bruit, par le bruit aérodynamique. Ça permet là aussi de rendre le trafic aérien plus acceptable pour les riverains. Bon, qui quand même souvent se sont installés en sachant très bien qu'il y avait un aérodrome, hein. Mais quand même, ça permet de pacifier parfois les rapports entre les riverains et ceux qui opèrent sur les aéroports. C'est vrai qu'il manque pas grand-chose pour le petit avion électrique, là, et puis on pourrait peut-être revenir aussi à une aviation populaire comme il y avait eu dans les années 30, là où on formait beaucoup de pilotes. Franchement, c'est super, hein. J'ai essayé le petit Vélis là enfin, je l'ai essayé à Aix-en-Provence et puis à Tours-sur-le-Noble et honnêtement, ça commence à être des avions vraiment sympas, hein. Alors il va falloir de la même façon, hein, les faire un peu grandir, les alourdir, avoir de la capacité d'autonomie, mais là on a déjà 1 heure d'autonomie pour faire un peu de pilotage de base et c'est vraiment pas mal. On recharge assez vite au sol. C'est vrai que pour les aéroclubs, c'est une solution. Ouais. Et puis ça permet, il faudra regarder combien coûte l'électricité dans le temps, mais en ce moment ça permet quand même d'avoir accès à une aviation légère, pas trop chère. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. Ça marche. On continue les questions Oui, parce que ça je vais arrêter de parler aussi, moi. Prévoyez-vous de travailler dans un proche avenir, un avenir proche ou lointain avec le GIFAS? C'est MMG7F qui nous demande. Ouais, alors, je sais pas ce que ça veut dire travailler, mais c'est vrai que moi je suis toujours très 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 proche de l'industrie aéro, donc là par exemple ce matin je préside un groupe de travail sur les carburants d'aviation durable qu'on a monté avec l'université de Bordeaux sur un aspect un peu plus recherche fondamentale et appliquée, et on parle, on discute et avec les acteurs du GIFAS, donc oui, le GIFAS, donc, qui regroupe les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, ce sont des acteurs tout à fait importants dans la filière. Nous, comme ministre, moi j'ai beaucoup bossé avec le GIFAS et puis beaucoup aussi avec les PME, parce qu'on a beaucoup de sous-traitance avec des PME qui parfois sont très dépendants des grands donneurs d'ordre. Donc non, par définition, moi je veux continuer à rester proche de ce secteur et donc j'ai encore pas mal d'interactions avec des membres du GIFAS, c'est sûr. D'accord. Et justement, MMG7F enchaîne sur cette question. Quelles seraient les startups ambitieuses pour l'avenir de l'aéro et du spatial, selon toi? Ouais, alors il y en a pas mal, j'en ai cité quelques-unes, hein, typiquement sur l'aviation légère, alors ils vont m'en vouloir si je les cite pas tous, mais bon, il y a Elixir Aircraft à La Rochelle qui fait un nouvel avion. Alors c'est plutôt un avion qui a vocation à être un avion de formation avec une nouvelle aile qui est vraiment dérivée du monde du nautisme. C'est une aile monobloc extrêmement innovante qui permet de gagner entre 15 et 20% de consommation de carburant, donc c'est vraiment un saut. 12 litres. Et en plus, l'avion est vraiment super. Moi, j'ai eu la chance de piloter à La Rochelle, c'est vraiment génial. On a Aura Aero, par exemple, qui développe
qui veut développer, qui va développer un avion électrique de 19 places dans le temps, donc il va essayer de s'intéresser aux avions plutôt de transport régional. On a une start-up là qui s'appelle Ascendance Flight Technology qui s'intéresse plutôt à l'hybridation, donc à tout ce qui est hybridation électrique pour développer de la techno et puis aussi des espèces de gros drones, plutôt des taxis volants. Donc non, on a vraiment des belles start-up. Et dans le spatial, on a quelques très belle startup qui, par exemple, là j'accompagne 2 startups, une qui déploie une nouvelle constellation spatiale, plutôt, donc il y a eu Starlink pour l'internet et plutôt pour là les usages B2B, donc pour tout le monde du transport, de la logistique, c'est un peu complexe, mais ça ressemble un peu à un Starlink pour la logistique, on va dire ça comme ça. Et une autre startup qui a d'ailleurs été créée, qui a été créée par un ancien général de l'armée de l'air qui s'appelle Michel Friedling, qui est l'ancien commandant de l'espace, et qui lui, en gros, met des radars au sol, cartographie les débris spatiaux dans l'espace et permet de sécuriser l'accès à l'espace. Donc ça permet par exemple, pour un satellite en l'air, de savoir qu'il va possiblement rencontrer un débris et on peut lui donner d'abord l'information, voire même on peut prendre le contrôle du satellite pour le manœuvrer. Donc on a plein de startups comme ça qui sont absolument incroyables en France et qui se développent aujourd'hui pas mal. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Bah, tu vois, finalement, il faudrait inventer le camion poubelle spatial. Et puis, il y a des boîtes qui font ça. Il y a Exotrail qui fait des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de boîtes dans le spatial qui sont innovantes depuis longtemps. Et puis je le disais tout à l'heure, sur les avions supersoniques, hypersoniques, on a quelques boîtes qui s'installent en France, notamment Destinus, qui est une boîte qui a été inventée par un Russe qui est parti aux États-Unis, puis revenu à Lausanne, puis revenu en France, et qui s'intéresse lui aux technos hypersoniques à hydrogène. Donc ça aussi, c'est assez prometteur. Ok. Petite question de Télissan26. Qu'est-ce que tu penses de la future organisation des transports pour les Jeux Olympiques de 2024 ? Est-ce que tu as des recommandations, des préconisations personnelles à faire ? Alors, je recommande de quitter Paris pendant au moins 4 mois. Ça, on le savait. Mais plus sérieusement, non, je pense que pour les transports, ça va aller. On aime toujours se faire un petit peu mal en se disant que ça va être l'enfer. Je pense qu'il faudra plus de transport parce qu'évidemment, par définition, on va attirer beaucoup de monde, plusieurs centaines de milliers de personnes par jour en plus. Donc, il faut des transports qui sont adaptés. Mais pour ceux qui connaissent les transports parisiens, on va quand même pas se dire que tous les jours, c'est l'extase. Donc, il y a aussi des grèves, il y a aussi des moments où c'est pas très agréable. Donc, je pense que ça va être finalement assez standard ce qu'on va vivre. Non, je pense que ce qu'on peut, mais là, je sors un peu du sujet aéro, ce qu'on peut redouter un petit peu pendant les JO, c'est un peu un événement de type terroriste. Ça, c'est le truc qui, évidemment, la sécurité qui a un souci les acteurs politiques. Donc, mais je pense que pour les transports en eux-mêmes, ça va bien se passer, comme disait l'autre. Ouais, ok. Telly, je garde ta prochaine question pour la fin d'émission. On va y répondre. On a une participation, la première participation d'Aéro 68-128, qui nous dit « Monsieur le ministre, passionné d'aviation, amoureux des PC-12 et TBM, je travaille à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Je suis PPL, je rêve d'être pilote, je ne trouve mon bonheur que dans un cockpit. » Donc déjà, il y a la motivation. Ouais. Actuellement, aucune banque ne donne de prêt étudiant pour une formation de pilote pour les plus de 28 ans. Et il en a 33. Est-ce que vous auriez un conseil en vous remerciant ? Belle question. Ouais. On est sur la reconversion. Je peux lui donner le contact de quelqu'un qui, à la PNAC, qui s'occupe un peu de trouver des solutions un peu innovantes pour des pilotes comme ça qui se reconvertissent à 33 ans, à 34 ans. 35 ans, j'en connais pas mal, qui se sont d'ailleurs bien reconvertis. Alors, s'il veut faire du PC-12, il pourra en faire chez Jetfly, qui doit avoir maintenant 48 PC-12, donc avec une flotte très respectable, et qui par ailleurs un superbe opérateur. Mais je vous donnerai, si vous voulez, le contact de la personne auquel je pense, et il pourra la contacter de ma part. Et ben voilà, on reste en contact via Discord. Voilà, Discord. Via Discord. Allez, on enchaîne sur les questions. 0K qui dit... sur quoi tu voles aujourd'hui et à quelle fréquence ? Alors, je vole pas beaucoup. J'ai encore 2 qualifs. J'ai une qualif sur PC-12 justement. J'ai dû faire l'année dernière, j'ai dû faire 20 heures de vol. Donc je vole vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai passé une qualif en juin dernier sur Cessna Caravan.
à Merville, justement, à l'EPAG, avec l'idée de voler pour Aviation Sans Frontières, qui est une belle ONG que vous connaissez certainement, qui fait des vols humanitaires, beaucoup en Afrique et un peu à Madagascar, mais beaucoup en Afrique. On salue Gérard Felzer en même temps, le président. Exactement, exactement, on adore Gérard Felzer, le président, absolument. Et d'ailleurs, avec Gérard, on essaie de trouver une mission, mais alors pour tout vous dire, les missions en Afrique en ce moment, c'est quand même pas forcément simple, parfois sur le plan géopolitique et sécuritaire. Et puis on avait une mission prévue là, à Madagascar au mois de décembre, mais ça a été remis pour des questions de licence locale. Donc voilà. Ah oui. Donc on cherche encore à faire en sorte de pouvoir voler pour ASF, mais là essentiellement aujourd'hui je vole sur PC-12 et pas assez à mon goût. Enfin, je vole pas assez à mon goût d'une manière générale. Ok. Pas d'aéroclub? Non, mais c'est vrai, d'autant qu'en plus j'ai 2 jeunes enfants qui sont jumeaux et qui adorent l'aviation, donc la relève. il faut que je trouve la relève. Alors, je les ai endoctrinés de façon terminale, donc ça c'est fait. Ok. Et j'assume tout, mais il se trouve que je les ai déjà emmenés en avion plusieurs reprises et ils adorent ça. D'accord. Très bien. Voilà, Allez, la relève. encore une question de 0K, justement, qui est un petit peu dans le thème. Donc tu nous as dit que tu avais fait tomber amoureux en fait de l'aviation en volant sur un avion ancien. Est-ce que la France ne devrait pas prendre beaucoup plus soin du patrimoine aéronautique, des vieux avions? Et ça rejoint une question que tu voulais poser. C'est ce que je voulais poser aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ou qu'est-ce que un ministère des Transports peut faire pour développer en fait le patrimoine aéronautique? Quand on voit les anglo-saxons, c'est incommensurable par rapport à nous. Non, c'est un vrai sujet. J'ai eu pas mal de sujets à traiter comme ça sur le patrimoine. Alors parfois il y a des avions des vieux avions qui sont un peu partout. Je me souviens du cas peut-être d'un Breguet à Nîmes qui avait des problèmes de différents ordres, mais donc parfois comme ça on fait des interventions de manière à déverrouiller les situations. Après on a aussi des opérateurs incroyables. Moi je suis assez pote avec Baptiste Salis, donc de l'aérodrome de la Ferté, qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs. Ah bah il est incroyable. Alors lui il a un carnet de vol qui me fait rêver parce que il se trouve qu'on avait fait une petite partie de formation ensemble et il avait à l'époque 600 heures de vol, donc il doit avoir beaucoup plus d'heures maintenant, mais tout son carnet de vol c'était Corsair, c'était effectivement des avions du musée. Et moi avec mon DR400 effectivement je faisais pas le figure, mais donc voilà, enfin je sais plus combien ça fait d'avions l'amical Jean-Baptiste Salis, le musée volant, mais c'est absolument incroyable. D'abord on peut y aller avec sa famille, visiter le musée à peu près toute l'année. Il y a évidemment les 2 jours du week-end en juin où quasiment tous les avions sont en état de voler. Et alors je sais plus, mais je crois que pour 1 heure de vol, c'est quasiment 6 heures de maintenance, pareil, pour ces avions-là. Donc c'est beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de transmission et beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ça, mais je pense que le sujet de l'argent, il est peut-être quasiment secondaire derrière le sujet des compétences, parce que on voit bien, quand on fait plus ou quand on perd l'habitude de travailler des compétences sur ce type d'avion, on les perd. Et quand on les perd pour des bons, parce que par définition, les anciens beaucoup disparaissent et ne transmettent plus. Donc ça, c'est important qu'il y ait aussi une nouvelle génération de jeunes là qui arpentent les aérodromes, les musées volants, s'engagent un peu le week-end pour aller faire quelques heures de mécanique, volent sur les avions. Bref, nous permettre de pérenniser un petit peu cette belle tradition. Est-ce que c'est pas culturel? Dans le sens où, une petite anecdote, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pilotes du Normandie-Niemen, donc en Russie, ont eu en cadeau leur Yak 3. Donc ils sont tous revenus avec leur Yak 3 en France, au Bourget. Vous pouvez trouver des photos où vous avez tous les Yak 3. Et ils ont tous été ferraillés après la guerre, alors que c'était des cadeaux personnels aux pilotes. Ah ouais, d'accord. Et ils ont tous été fait. Alors est-ce que c'est pas culturel finalement ce dédain, j'allais dire, du patrimoine aéronautique? Ouais, moi je pense qu'il y a peut-être un truc culturel qui s'est perdu, et c'est vrai que quand on met un peu les mains dans le cambouis au sens propre à la Ferté-Alais, le pilote ne fait pas que piloter l'avion, il le comprend un peu intimement et il développe une relation un peu quasiment charnelle à l'avion lui-même. Et c'est vrai que comme tous les avions sont devenus très complexes, aujourd'hui, quand on est pilote de ligne et qu'on vole pour son boulot sur un avion complexe, on est peut-être un petit peu moins pilote mécano, et on est peut-être un petit peu moins proche du monde des aéroclubs ou de l'aviation légère qu'à l'époque. Ça, j'ai l'impression. Donc ça traduit peut-être l'évolution aussi d'une génération, mais il faut qu'on arrive à retrouver. Il y a beaucoup de passionnés, y compris des jeunes. Il y a une fille qui est vraiment géniale, qui s'appelle Elodie Bruno, que vous devez connaître,
et qui, pareil, enfin, arpente tous les aéroports, tous les aérodromes, est absolument passionné. Donc c'est aussi important que dans cette génération des jeunes là, qui montent, qu'on ait des gens qui savent pas, qui reçoivent cette tradition en héritage et qui la transmettent aussi, c'est sûr. Bah, c'est une des interventions de MMG7F tout à l'heure qui parlait justement du rôle des influenceurs ou des communicants, des médias aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias traditionnels, entre guillemets, on parle plus d'aviation du tout dessus. Il n'y a plus rien. Ouais, je pense qu'il faut que ça revienne parce que d'abord les médias ils suivent aussi un peu ils suivent souvent la tendance. La tendance pendant quelques années ça a été de taper sur l'aviation, donc on a tapé sur l'aviation. Je pense que le jour où on verra un avion à hydrogène, Airbus voler, le jour où on donne à voir des choses concrètes à voir aux gens et aux médias, que ça devient un peu tangible, peut-être qu'on arrive aussi à faire ce judo-là et à renverser un peu l'opinion. Ça s'est fait sur le nucléaire, hein. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas parler de nucléaire en France. Aujourd'hui, la filière est relancée et je pense que la très grande majorité des Français pensent que le nucléaire est une bonne chose pour la France. Je pense qu'on y arrivera avec l'aviation. Il faut qu'on y arrive d'ailleurs, parce que sinon c'est une folie. Mais je pense que pour y arriver, il faut donner à voir aux gens et aux sceptiques que ce qu'on raconte, c'est vrai. Et donc voir voler des avions électriques, voir voler un avion à hydrogène, être un peu fier que cet avion soit français, ça permet aussi probablement de pouvoir faire ce judo-là et de mettre un peu au sol ceux qui aujourd'hui critiquent de façon un peu trop facile l'aviation. Ok. Alors moi je vais poser une question perso que j'avais mise de côté tout à l'heure. Est-ce que selon toi, parce qu'on la pose souvent cette question, on l'a posée au général Dutart il n'y a pas longtemps, est-ce qu'à ton avis, demain, on va pouvoir avoir des avions dans lesquels il y aura un ordinateur à la place du pilote? Avion à un seul pilote ou avion sans pilote du tout? Je pense qu'il y a deux façons de l'aborder. Si on se dit est-ce que la technologie peut le faire, la réponse est oui, ça s'appelle un drone. Et aujourd'hui, il y a quelques sujets d'automatisation qui restent pas forcément très très simples. Mais grosso modo, on sait faire voler un drone à 15 000 km de distance, donc on sait faire voler un avion, et possiblement un avion commercial. Après, est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est souhaité par les passagers et souhaitable pour, on va dire, la communauté aéronautique? C'est là où le sujet devient politique. Et on aura d'ailleurs ce sujet-là de l'automatisation des avions, on aura le même sur les bagnoles, les jobs de chauffeur de bus, de taxi, etc. En soi, technologiquement, d'ici quelques années, il n'y a rien qui interdit d'avoir un avion monopilote, il n'y a rien qui interdit de droniser les avions et de plus avoir de pilote dedans. Mais est-ce que politiquement on veut faire ça? Est-ce qu'on veut être dans un monde dans lequel tout est un peu automatisé et l'être humain n'est plus nulle part simplement qu'en supervision lointaine? C'est une vraie question. Moi, en fait, j'ai un peu évolué sur le sujet. Quand j'étais jeune, j'étais un peu plus technophile, entre guillemets. Je pensais qu'effectivement, on irait très, très rapidement vers des avions sans pilote. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra arbitrer un peu politiquement ces sujets à un moment et dire, voilà, un avion... il y a un pilote à bord, ou il y a deux pilotes à bord dans certaines conditions, et parce qu'on veut continuer à avoir, pour des raisons, on va dire, sociales aussi, et pas que techniques et technologiques, une présence humaine à bord. Je pense par contre, et je rejoins ce que tu me disais aussi tout à l'heure en introduction, je pense que les gens sont tout à fait prêts à voler sur des avions avec un seul pilote. Enfin, je me rappelle très bien que quand la ligne 14, qui s'appelait Météor à l'époque, a été créée, tout le monde disait « je ne monterai jamais dans un métro sans pilote ou sans conducteur ». Bon, aujourd'hui, les gens, ils sont à la place du pilote ou du conducteur parce qu'ils voient devant et que c'est sympa de voir. Mais donc voilà, encore une fois, je pense que c'est toujours entre la technologie, la capacité de ce que peut délivrer la technologie et l'acceptation sociale au sens très général du terme. Ok, bon. Parfait. Alors, il nous reste 1, 2, 3, 4. On a 5 petites questions. Il est 50. On va tourner donc la page de... Voilà. Le générique, pas le générique. Zéro question remise de gaz. Donc le on jingle, pose 5 remise de gaz dernières minutes. Comment dois-je vous contacter sur Discord? Oui, tout à fait. Aéro 68 128. Tu auras le lien. On va te mettre le lien dans le chat. Tu peux nous contacter via Discord. Allez, c'est parti. Dernière séquence de l'émission avec les 5 dernières questions. Allez, les 5 petites dernières questions qui sont de côté. Merci beaucoup, quand une émission très intéressante. Merci à vous d'avoir participé. Le chat était très actif et ça nous fait bien plaisir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avec Telly, est-ce que retourner en politique te tente? Pas maintenant. J'ai fait 5 ans. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie parce que c'est un peu idiot, mais... et puis il y a des choses qui arrivent, mais franchement, pendant les 10 prochaines années, j'ai pas envie.
et j'ai envie de faire autre chose, j'ai d'autres projets, et j'ai envie d'accomplir d'autres choses, donc pas maintenant. Ouais, ok. Alors, autre question. MMG7F, on reste sur les avions long courriers cette fois. Quid du futur des avions long courriers pour une alternative durable au kérosène? Je pense que pour les avions long courrier, pour le coup, ça va être les carburants d'aviation durable, les SAF, parce que pour l'instant, pour les très longues distances et pour les avions les plus lourds, on ne sait pas encore faire de piles à combustible, ou on ne sait pas encore emporter suffisamment d'hydrogène pour pour avoir des équivalents de distance qu'on a aujourd'hui avec du kérosène. Donc la réponse, c'est les SAF. Les SAF pour les 20 prochaines années. D'accord, ok. Elle est où la suivante? Oui, celle-là. Hop, je l'affiche. C'est Toiler Paper Kit qui nous la pose. Ça fait quoi d'avoir été le ministre le plus cool d'un double quinquennat? C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je veux bien garder le titre pendant un petit bout de temps. Ok, voilà. Bonne question de Skyflyer. Est-ce que tu fais de la simulation? Alors, simulation de pilotage. Ouais, alors je vais vous dire un truc. Moi, j'ai quasiment appris sur Flight Sim. Je crois que je devais avoir, avant de piloter un premier avion pour de vrai, j'ai dû faire des milliers d'heures de Flight Simulator. À l'époque, FS 98 ou FS 2000, enfin un peu tous. Et moi, j'ai tout appris dessus. Ce qui fait que quand j'ai fait mon premier vol sur sur Cessna 152, mon instructeur, qui est d'ailleurs toujours mon ami, Dan, qui d'ailleurs vole maintenant sur 350, m'a dit qu'il fallait que je regarde un petit peu dehors, parce que moi j'avais appris à voler dedans, et donc j'ai fait des milliers d'heures de vol la nuit, quoi. C'était débile, mon truc, mais donc j'ai fait beaucoup de simulateurs. Ouais. Ok. Des heures de nuit, du coup. Des heures de nuit, voilà, c'est ça. J'aurais pu les loguer comme heure de nuit, c'est pas mal. Et la dernière question de Sky, que pensez-vous du ministre des Transports actuel? Alors, je ne sais pas s'il fait référence à l'actuel qui s'appelle Patrice Vergrit ou au précédent qui vient juste de partir qui s'appelle Clément Beaune. Je pense que peut-être qu'il fait référence au précédent, et peut-être qu'il fait référence au précédent parce qu'il était connu pour être pas très pro-aviation. Mais donc, je ne sais pas répondre vraiment à cette question. Mais moi, j'ai déjà dit ce que je pensais de l'aviation et de la façon dont il fallait traiter l'aviation en France. Ouais. Je pense que ça répond un peu à cette question. Ok. Justement, c'est une question. Est-ce que, justement, comme tu es dans l'aviation, quand tu es devenu ministre, est-ce qu'il n'y a pas une tendance inconsciente à privilégier un peu cette activité-là, quoi? Non, parce que d'abord, je savais aussi que ça pouvait être une critique qu'on me ferait. Et surtout, en fait, quand on est ministre des Transports, l'essentiel du budget qu'on a, on le dépense sur le ferroviaire. Quasiment 50% de mon budget au ministère, c'était le mode ferroviaire. Et après, une grande partie pour la route. Et en fait, la partie d'investissement en tant que telle pour l'aviation était assez modeste. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai défendu le secteur quand il était injustement attaqué. Et j'ai remarqué que d'autres ne faisaient pas ça. Voilà. Oui. On va leur dire. Ok. Bon, Jean-Baptiste, on te remercie énormément d'être venu nous voir dans la zone aéro. L'antenne t'est ouverte si tu veux reparticiper un de ces jours à une. Parce que là, on a eu puis il y a encore plein de questions. On pourrait faire 10 heures. Mais à l'occasion, avec grand plaisir. Ok, merci à toi. On t'invite à rester avec nous encore quelques petites minutes, comme ça on débriefe après. Nous, on termine l'émission ensemble, les amis. Hop, on va repasser sur ici. Et puis, alors, hop, on va parler du générique de fin. Et du programme de fin. Voilà, du programme. De la zone aéro. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Alors déjà, on vous donne rendez-vous le 18 février à 19h, on en a parlé tout à l'heure. Un push-to-talk un peu spécial, puisque ce ne sont pas les chroniqueurs habituels, mais on aura l'occasion de recevoir toi, Nico. Ouais, c'est tout de même toi qui vas recevoir David Méchin du Fanat de l'aviation, expert, on va dire, notamment sur les questions de la Première Guerre mondiale. On aura Romain Rivière du Flot de l'Histoire qui fait de la géopolitique pour parler des grandes guerres, et Paolo, collectionneur d'objets très intéressant. Il a une très belle collection d'objets d'époque 14-18. Que vous pourrez voir. Spécialiste du Fokker D7 aussi. Voilà. Donc ça c'est 18 dimanche. Dimanche-là à 19h, 21h, on va parler un petit peu de tout ça. Et vous pourrez intervenir, on rappelle, un push-to-talk, vous intervenez dans le chat en vocal. Et vous venez échanger des anecdotes avec nous. Donc on parlera vous êtes ouvert. On parlera de la période de la France quand elle était leader mondial de l'aviation. Ouais. En formation, en avion, en moteur, on était vraiment au top du top. Et on compte sur vous justement pour parler de tout ça dimanche 19h. Ensuite, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain à 20h30, on va s'exporter du côté des couleurs bleues de la Gendarmerie nationale. Nous aurons le plaisir d'accueillir
un général, encore. C'est le général Emmanuel Josse qui commande les forces aériennes de la gendarmerie nationale. Donc tout ce qui vole au sein de la gendarmerie nationale, c'est lui qui dirige. Et on parlera avec lui de ses moyens, de ses missions. On parlera des carrières qu'on peut effectuer au sein de la gendarmerie, et puis de son parcours il y a des aussi. pilotes aussi, ouais. Voilà, On peut être d'où il est gendarme, parti, pilote. etc. Voilà, donc ça devrait être très intéressant. C'est la semaine prochaine, 20h30. Et on terminera ce programme du mois de février de la zone aéro avec un pilote, et ce sera ici, ce sera en plateau. C'est pour ça que ce sera 19h30. Le 28 février, 19h30, Pierre Gouin, qui sera avec nous, probablement peut-être avec Daniel aussi, pour venir parler de la sécurité civile et plus spécialement du secteur Dash 8, l'avion que vous avez sur l'image, qui fait de l'appui feu, enfin, il largue du retardant, il a 10 tonnes de retardant, ils font tout plein de missions. Et ils font du transport ministériel aussi. Aussi. Donc on parlera de tout ça avec Pierre à 19h30 le 28 février pendant une heure, comme on a l'habitude de faire. Voilà pour le programme de la zone aéro. Eh ben, on regardera. On espère qu'il vous plaît. Alors évidemment, ce programme, vous pouvez le retrouver sur le Discord de l'émission. Merci au modérateur de reposter le lien. Comme ça, vous y avez accès, c'est absolument gratuit. Vous avez toutes les infos, même possibilité d'échanger avec nous en dehors et pendant les émissions Push to Talk. Vous avez également le dernier replay sur la chaîne YouTube de Julien Picard qui est avec nous il y a 15 jours, pilote d'hélicoptère SAMU. Vous avez raté son passage, pas de problème. C'est désormais sur YouTube et vous pouvez suivre l'émission. Les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, on a Twitter, on a Instagram aussi. Donc ça, on est présent sur les réseaux sociaux où on annonce les invités, évidemment, on les rappelle. On a les podcasts qui sont administrés par Julot ou la zone aéro disponible en audio. Donc vous pouvez aussi les récupérer, les écouter en voiture sans avoir l'image. Discord, on en a parlé. Push to Talk, dimanche 19h, on en a parlé aussi. Et puis dans quelques instants, on va effectuer un raid comme on a l'habitude de faire. Chez qui ça va être la surprise parce que j'ai pas encore ouvert et regardé ce qu'il y avait en ligne. Donc restez avec nous le temps du générique. On envoie plein d'émotes sur la chaîne chez qui on arrive. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous dimanche soir, 19h, dans la zone aéro, dans Push to Talk. Merci à vous les amis. Ciao, bye bye. Bonne soirée.